C'est complètement des IA et des exemples. T'en as, je pense, dans la moitié des outils qu'on utilise aujourd'hui. L'exemple le plus parlant que personne connaisse, c'est l'aviation. L'aviation, on est conduit par des IA. Très souvent, des gens me disent, je sais pas si on acceptera d'être conduit en voiture par des IA. On l'accepte dans l'aviation depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que les pilotes ne pilotent pas et que c'est des pilotes automatiques. Un bon outil d'IA au sens large, au-delà du modèle, c'est un outil qui peut permettre de mettre beaucoup de documents, qui fait facilement le pont entre le vocal et l'écrit. Tu vois, moi, ChatGPT, je lui parle toute la journée. Quand je vais sur Mistral, je peux pas lui parler. C'est trop frustrant. Il façonne les marques, bouscule les règles et réinvente le business. Dans BZ le podcast, je donne la parole à celles et ceux qui construisent l'économie de demain. Entrepreneurs, experts, créateurs, leurs idées, leurs stratégies, leurs coulisses pour inspirer vos décisions. Bonjour, donc aujourd'hui dans BZ nous recevons Martin Pavanello. Donc Martin, tu as fondé Mister IA, où tu formes du coup différentes personnes à l'intelligence artificielle. Donc c'est un vrai succès, tu as 60 collaborateurs, 450 clients. La boîte est jeune puisqu'elle a 1 an et demi, mais tu vas nous en parler. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va parler de toi, de ton parcours, mais surtout, on va donner des conseils très pratiques autour de l'intelligence artificielle pour les gens qui nous écoutent, que ce soit les entrepreneurs ou les dirigeants. Donc, Martin, bienvenue, merci. Merci à toi. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton parcours et comment tu es un peu tombé dans l'IA ? Yes, donc mon parcours en 2 mots, moi je suis pas parisien, contrairement à beaucoup dans l'écosystème. Je suis de Saint-Étienne, famille d'immigrés italiennes, Saint-Étienne, j'ai grandi à Saint-Étienne. École de commerce, post-prépa, parcours assez classique, assez miraculeux quand tu viens de province, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont en prépa, mais bref, prépa, école de commerce, j'étais à HEC à Paris, que j'ai réussi à avoir, et en fait le parcours IA, j'ai pas vraiment de parcours IA, école de commerce, on fait pas beaucoup d'IA. Alors j'ai quand même eu la chance d'avoir quelques cours d'IA à HEC, donc on parle là de 2018 à 2022, quelques petits cours d'IA, mais bon, ils en font pas beaucoup aujourd'hui, donc je te laisse imaginer à l'époque ce qu'ils faisaient, il y avait pas grand chose. Et dernière année, en fait, tu fais un master en dernière année à HEC, où c'est un master spé que tu peux faire à plusieurs écoles. Moi j'ai fait avec Polytechnique, où il y avait une petite dominance IA. Donc un peu d'IA à ce moment-là, mais pas tellement, et notamment moi je sors plutôt d'école début 2021, donc on en reviendra après, mais tu vois ChatGPT qui arrive fin 2022, c'est plutôt ça qui a été le déclencheur de mon parcours IA derrière qu'on reverra, plus que mes études, parce que études étaient très business, je savais pas trop ce que je voulais faire globalement, à part prépa pour être sûr d'avoir un bon job derrière, et école de commerce, mais pas beaucoup d'IA au final avant l'aventure Mister IA. Et quel a été le déclic et à quel moment tu te dis tiens, il y a un virage, il va se passer quelque chose avec l'IA du coup? Alors moi en fait dans le parcours, quand je suis à l'école en 2021, je commence ma dernière année, je monte une première boîte qui est un média qui s'appelle la Maison des Mandataires, qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, qui est un média pour les agents immobiliers. Et en fait on était 2 dans la boîte avec mon associé Vincent, et le sujet c'est que bon, pendant un an et demi, 2 ans, la boîte elle tourne bien. Et clairement, la sortie de ChatGPT arrive fin 2022, le 30 novembre 2022. Et en fait, à ce moment-là, moi, je commence à utiliser l'outil quand personne l'utilise. Parce que fin 2022, même si c'est la sortie officielle, avant mi-23, personne n'utilisait ChatGPT. Et je commence à l'utiliser dans mon job parce que je me dis tiens, j'écris beaucoup d'articles, je fais beaucoup de newsletters, je prépare des contenus, je faisais beaucoup de choses comme ça. J'avais plusieurs newsletters, d'ailleurs j'en avais 2. Et donc c'est vraiment comme ça que je me suis dit ok, cet outil-là qui a l'air d'écrire un peu tout seul, il peut peut-être être intéressant dans mon job. Et donc je me mets vraiment à fond à partir de ce moment-là dans l'IA, à partir de ce moment où ChatGPT sort et rend en fait cette techno utilisable par tout le monde, parce que ce que j'ai fait fin 2022 avec de l'IA dans mon business, j'aurais pu le faire 3 ans avant. Avant ChatGPT, j'aurais pu faire la même chose. Il y a des outils qui existaient, plein de choses. Mais le ChatGPT a été vraiment l'accessibilité à tous de l'IA, la démocratisation de l'outil. Et moi, comme tout le monde, j'ai pris cette vague-là. J'ai pas été trop en amont ni trop en retard. Mais voilà, j'ai vu ce truc arriver. Je dis waouh, ça va vraiment m'aider à écrire plus vite déjà dans un premier temps et à faire plein d'analyses plus rapides. Donc je l'ai testé un peu. Et puis c'est ça qui a été une vraie révélation dans mon premier business, de me dire ah oui, ça va vraiment me faire gagner. On le verra, mais plusieurs heures par semaine. Et pour les gens du coup qui maîtrisent un peu mal ou qui connaissent un peu mal l'IA, comment est-ce qu'on pourrait décrire en quelques mots l'IA et à quoi ça peut servir de manière un peu générale du coup? Ouais, de manière un peu générale, ce qu'il faut avoir en tête, notamment sur ChatGPT. Alors sur l'IA au sens large, c'est que c'est très vieux. Premier modèle d'IA, on parle d'IA dans les années 50, 52 ou 54, je crois, la première fois qu'on entend parler de ce mot-là. Donc l'IA c'est très vieux. Je dis souvent l'IA, son meilleur agent, vous connaissez depuis longtemps, hein, l'IA qui analyse les prix de votre bien immobilier. L'IA sur Waze, quand je viens au podcast ici, je sais que je mets 45 minutes. Pourquoi? Alors plutôt un peu moins, mais pourquoi? Parce que Waze a analysé, etc. Donc ça c'est de l'IA. Ce qui est très nouveau fin 2022, c'est qu'on a l'arrivée, mais ça arrive même à partir de 2015, l'arrivée de l'IA dite générative. Et ça c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on parle d'IA aujourd'hui. Il y a plein d'autres types d'IA et elles sont très bien, elles ont plein d'utilités, d'utilisations différentes. Mais là, nous on est spécialisé et ce qui change vraiment le quotidien aujourd'hui des gens, c'est l'IA générative. Parce que cette IA générative, en fait, on entraîne des réseaux de neurones, on crée des réseaux de neurones
C'est très complexe, c'est facile à expliquer, mais c'est assez complexe à faire. Mais on crée des réseaux de neurones parce qu'on commence à comprendre un peu le cerveau. Donc on se dit, tiens, pourquoi ne pas créer des réseaux de neurones artificiels? On crée ça à partir de même 90, c'est le machine learning. Et en 2015, on se dit, tiens, je vais entraîner ces réseaux de neurones avec beaucoup de données. Je donne 1 milliard de photos de chats à un outil de machine learning. Et je vais essayer de faire reproduire cette photo de chat par une IA. Là, on était très fort de 90 à 2015 sur les IA de reconnaissance ou les IA de prédiction. Par exemple, prédire les prix ou prédire le temps de trajet. Et on devient aussi bon dans la génération à partir de 2015. Où les IA, on peut leur dire, maintenant que tu as vu 1 milliard de photos de chat, génère-moi une photo de chat. Et on a donc cette première grosse révolution en 2015. Et la deuxième révolution arrive fin 22. Parce qu'en 2015, ça crée de l'image, ça crée du texte, certes, mais c'est peu accessible. Faut développer, faut aller brancher des API, c'est assez complexe. Ce qui est très nouveau, c'est que OpenAI, donc les fondateurs de ChatGPT, se disent fin 2022, on va créer une interface facile d'utilisation qu'on va mettre dans les mains de tout le monde pour utiliser ces fameux outils d'IA générative qui écrivent du texte et qui génèrent des images, même maintenant tu as dû le voir, qui génèrent des vidéos. Donc c'est ça vraiment l'IA, c'est très large, mais aujourd'hui, le trait concret pour les gens, c'est ça, et c'est le manipulable aussi. J'aime bien, je reprends l'exemple de Waze ou de Meilleur Agent. La réponse de Waze, tu peux pas la manipuler. La réponse de Waze, si elle te dit, t'as 14 minutes pour aller chez Podspace, tu peux pas lui dire, ok, alors prends en compte que moi, ce sens interdit, je vais le prendre, donc je vais gagner un peu de temps, et prends en compte que d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu moins de bouchons là vers Opéra parce que j'ai vu que les pompiers étaient partis. Pareil, son Meilleur Agent. Je peux pas dire à un Meilleur Agent, réadapte un peu ton pricing parce que moi j'ai des grandes fenêtres, donc je pense que le pricing est un peu plus élevé. Et puis j'ai un voisin en bas qui fait beaucoup de bruit, c'est des jeunes, c'est un appart étudiant, donc adapte un peu. Tu peux pas faire ça, ni sur Meilleur Agent, ni sur Waze. Tu as une réponse de l'IA. Là où c'est très différent avec ChatGPT, c'est que c'est manipulable. Si tu fais une analyse de tes prix immobiliers ou si tu fais un discours pour je ne sais quelle occasion, tu peux très bien lui dire fais plus court, fais plus long, adapte-moi. Tiens d'ailleurs, je te donne un document, prends les infos de ce document et améliore un peu le discours. Et ça change tout. C'est un super assistant, ça devient une super stagiaire qu'on n'avait pas du tout avec les autres IA avant, qui étaient plutôt invisibles pour l'utilisateur final. C'est intéressant ce que tu racontes, parce que c'est vrai qu'on sous-estime un peu ça, et on ignorait, et moi en tête, que Waze et Meilleur Agent en fait faisaient appel à l'IA. On pensait que c'est des calculs ou des choses comme ça, et que Ouais, c'est complètement des IA. C'est complètement des IA et des exemples. T'en as, je pense, dans la moitié des outils qu'on utilise aujourd'hui. L'exemple le plus parlant que personne connaisse, c'est l'aviation. C'est en fait de l'aviation. On est conduit par des IA. Très souvent, des gens me disent, je sais pas si on acceptera d'être conduit en voiture par des IA. On l'accepte dans l'aviation depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que les pilotes ne pilotent pas et que c'est des pilotes automatiques qui font même l'atterrissage et le décollage maintenant. Donc, il y en a de partout. Il y en a de partout et il y a de l'IA prédiction, il y a de l'IA générative, donc qui génère du contenu. T'as des IA d'analyse très poussées. T'as plein de choses. En médecine, il y en a plein. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Et donc, justement, donc, toi, tu as créé Mister IA il y a 1 an et demi, à peu près. Ouais. Donc, comment as-tu eu l'idée de créer cette société? Et est-ce que tu peux nous en parler? Donc, aujourd'hui, quelles sont leurs missions et leurs objectifs, du coup? Bien sûr. Donc, nous, on crée Mister IA. Il y a eu 2 phases de Mister IA. Il y a la phase qui date d'il y a pile 2 ans, à peu près 2 ans, fin mars 2023. Où en fait, nous avec mon associé, on aime bien les newsletters. On a plusieurs newsletters sur plusieurs sujets qu'on a fait bien grossir. Et on voit la vague IA générative. Donc c'était à peu près 6 mois après la sortie de ChatGPT. Et on se dit, il faut faire une newsletter pour parler du sujet. Donc on crée Mister IA sous forme de newsletter d'abord, qui est devenue et qui est toujours la plus grosse newsletter du secteur. Contrairement à ce que certains disent, c'est la plus grosse. Et il y a 30 000 personnes qui la lisent que sur ce sujet-là, qui se sont abonnés pour lire la newsletter depuis après 2 ans. Donc on commence comme ça. Et en fait, au bout de 6 mois, on se rend compte que beaucoup de gens de la newsletter nous disent je veux être accompagné, je veux être formé, je comprends pas pourquoi utiliser plutôt ChatGPT ou plutôt Claude, comment faire, etc. Donc là on se dit il y a un vrai besoin d'accompagnement. Et très vite les 2 besoins d'accompagnement ils ont été clairs chez nous. Il y a un besoin d'identification de cas d'usage, c'est-à-dire je suis demain, qu'est-ce que je peux citer dans mes clients, je suis une banque ou je suis un géant de l'agroalimentaire. Dans mon équipe marketing, alors c'est peut-être un peu plus évident, mais dans mon équipe projet, comment les collaborateurs peuvent concrètement utiliser l'IA. Et une fois qu'on a trouvé un peu comment ils peuvent l'utiliser, sur quels outils ils peuvent l'utiliser. Ça, c'était le gros besoin. Donc, on a créé une business unit d'audit et de conseil, qui fait à peu près 40% de l'activité aujourd'hui. Mm-hmm. Et deuxième point, c'est que nous, on a un parti pris chez Mister IA qui est de dire que la révolution IA générative, c'est une révolution beaucoup plus micro que ce qu'on pense. J'entends beaucoup de gens qui disent il y a pas d'IA sans data, etc., etc. Moi, je pense que c'est totalement faux. Alors évidemment que pour créer une IA, il faut de la data, sinon on peut pas le faire. Mais aujourd'hui, les projets IA doivent pas être 100% corrélés au projet data. Et dans une agence immobilière qui a pas de CRM, qui a pas de data, on gagne 3 heures par jour grâce à l'IA. Et chez Danone, qui a 1000 data analystes, on peut gagner 2 heures par jour avec de l'IA aussi. Donc en fait, c'est impressionnant. C'est ça, et ça va très vite. Et donc nous, on a dit non, faut d'abord découvrir les cas d'usage et les outils.
On aide les boîtes à faire ça. Et donc, dans un deuxième temps, comme c'est une révolution très micro et que c'est une révolution que moi, j'arrête pas d'appeler de bureautique, en tout cas aujourd'hui, faut former les gens. Il faut former les gens à utiliser l'outil. Et évidemment que les deux vont pouvoir jongler. Je prends un exemple très simple. Chez SNCF, je pense à la fois qu'il faut qu'ils aient une IA qui va analyser les centaines de milliers d'avis clients qu'ils ont tous les jours, y répondre, proposer des solutions, etc. Ça, ChatGPT le fera pas. Donc, faut développer des IA énormes pour enchaîner la data. Par contre, je peux aussi te dire que les 200 000 collaborateurs de SNCF, s'ils sont tous formés à l'IA, ils vont gagner 1 heure par jour. Fois 200 000, ça fait beaucoup. Et donc, nous, on a pris, il y a ces deux aspects. T'as des boîtes hyper fortes sur le premier, Artefact, des boîtes de conseil comme ça qui sont vraiment, vraiment géniales et qui font des gros projets IA data. Nous, on a dit, on va prendre l'autre chemin. On va former les collaborateurs à bien utiliser ce super stagiaire, ce super assistant, ce super outil de bureautique. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment ces deux activités, 60% formation, 40% conseil, qui tendent à peu près à s'équilibrer toutes les deux. Et on a commencé avec ce parti pris. Ça change pas trop. On ajoute des briques un peu. On ajoute du coaching de plus en plus pour les dirigeants, des comex de boîtes CAC 40, même de boîtes très grosses qui adorent ça, même des entrepreneurs. Je sais que dans notre communauté, on a pas mal d'entrepreneurs qui suivent ces coachings-là. Donc, on a de plus en plus de coaching, d'accompagnement long terme, etc. Mais nous, on le voit vraiment comme une révolution 360 et long terme. Et donc, on dit, on va vous accompagner de la petite sensibilisation de COMEX qu'on fait en 1 heure jusqu'à l'audit, la formation, le coaching momentané pour un dirigeant et derrière tout l'accompagnement. Donc ça, c'est un peu tout le scope de ce que fait Mysteria aujourd'hui. D'accord, c'est impressionnant. Pour ceux que ça intéresse, on mettra le lien de la newsletter du coup en dessous de la vidéo. Est-ce que tu aurais un exemple concret, notamment au niveau des formations, de retours clients qui te disent, tiens, moi avant je faisais tant et du coup le fait d'avoir fait une formation, j'ai gagné tant d'heures ou tant de... Oui, complètement. Alors nous, ce qu'on voit déjà, c'est que le taux d'utilisation post-formation, il est quasiment de 100%. Quasiment. Ça, c'est une première chose qu'on voit. La deuxième, c'est que 100% des gens qui nous disent en formation, avant la formation, j'utilise déjà ChatGPT tous les jours. 100% de ces gens-là, à la fin de la formation, disent, mais je savais pas du tout que ça pouvait faire tout ça. Donc ça, c'est un vrai gros sujet. Nous, ce qu'on dit en termes de gain de productivité, alors ça va dépendre de plein de profils. Si je prends le profil dans une entreprise classique, un poste classique, 1 heure par jour, on peut aller l'atteindre facilement. Aujourd'hui, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Tous ceux qui vous promettent d'aller économiser 50% de votre workforce ou de je ne sais quoi, n'y croyez pas. Tous ceux qui vous disent que c'est inutile, j'y crois pas non plus. Aller gagner 40 minutes, 1 heure par jour au sein d'organisations assez grandes, ça c'est assez facile sur la première couche. Après évidemment que je pense que dans 2 ans on va remplacer des services clients, c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans 2 ans il y aura des services clients automatisés. Là on ira gagner plus. À court terme c'est assez dur. Par contre aller mettre un super outil dans les mains qui fait gagner 1 heure, ça on le voit de plus en plus. Et nous, ce qui nous frappe, c'est vraiment, c'est ces deux choses. C'est à la fois les gens qui l'utilisent ne connaissent pas les cas d'usage. Faut se rendre compte que 90% des gens qui utilisent ChatGPT, c'est pour écrire des mails. Et fine, c'est un bon cas d'usage. Moi, je l'utilise tous les jours. Mais il n'y a pas que ça. J'ai vu encore quelqu'un chez Rothschild récemment. Donc, grande banque d'affaires, tous sortis d'HEC ou presque, etc. Donc, les profils qui sont censés être les plus à même à utiliser ces technos-là. Et quand j'ai demandé à la personne, qu'est-ce que vous faites sur ChatGPT chez Rothschild? Elle m'a dit, principalement, on écrit des mails avec. Alors que, et quand je lui parle de mes analyses de BP et création de PowerPoint et études de marché pour en faire sortir des points positifs et négatifs de ton invest, etc. Non, pas du tout. Ils le font pas. Alors que ça existe. Donc, gros besoin de découverte de cas d'usage et besoin de connaître les fonctionnalités. Parce que là aussi, on le voit. Je crois que c'est 70% des utilisateurs, en même plus 80, sont sur des comptes gratuits en France. Donc, tu peux pas faire grand chose en compte gratuit. Donc, déjà là-dessus, il y a beaucoup à aller chercher. Et puis après, sur juste, j'ai la version payante, mais je connais pas toutes les fonctionnalités. Ça, c'est un gros plus de la formation. Donc, nous, c'est surtout ça qu'on leur apporte. Je connais votre métier, je montre les cas d'usage, je vous apprends les fonctionnalités. Et avec tout ça, vous gagnerez 1 heure, à peu près 1 heure par jour globalement, voire plus si vous êtes sur des métiers où vous avez plein de tâches très très différentes. Hyper intéressant. On reviendra après sur ChatGPT, mais juste pour continuer un peu sur Mysteria, donc vous avez moins de 2 ans aujourd'hui, tu as 450 clients. Comment tu as fait, quelle était la stratégie pour avoir une réussite aussi rapide du coup Ouais, même les derniers chiffres, j'ai vu ce matin, je vous donne les derniers chiffres, donc on est 80 maintenant dans la boîte. Alors 80, c'est une grosse majorité de salariés et une petite minorité, un peu moins de 50% d'indépendants. Ouais, t'as un gros business d'indépendants dans la formation. Beaucoup de formateurs sont indépendants. Mais avec une règle chez Mysteria, c'est que 90% de nos indépendants ne travaillent qu'avec nous. Parce on les forme beaucoup en interne, on veut les intégrer, on veut que nos clients, ils aient pas en tête qu'on va prendre des indépendants à droite à gauche qu'on connaît pas pour faire des formations. Nous, on fait pas ça. Donc, en équivalent temps plein, on doit être quasiment à 65, 70 collaborateurs. Et on est à 550 clients, à peu près. Donc ouais, c'est top. Une boîte super rentable qui grossit vite, qui va encore doubler dans les 2 prochaines années de chiffre d'affaires et de taille. Donc ça, c'est bien. La stratégie, ce serait mentir que de dire qu'on avait une stratégie très claire, hein, honnêtement. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est quand même sectorisé un peu au début. Je pense que ça a été la force de Mysteria. On vient du monde de l'immobilier.
On a un gros réseau dans l'immobilier et donc on a commencé en disant on va faire que les boîtes de l'immobilier. D'abord que les agences immobilières, puis que les promoteurs, puis que les bailleurs sociaux, puis que les asset managers, etc. Et donc aujourd'hui, 50% de l'activité, c'est de l'immobilier. Et en fait, si tu as une boîte d'immobilier et que tu veux faire de l'IA, en toute modestie, il n'y a aucune raison que tu ne passes pas par Mysteria, parce qu'on a fait 50, 100 agences, 50 promoteurs, 50 bailleurs sociaux, on a vu tous les cas d'usage, etc. Et on a des experts métiers. Donc on a beaucoup commencé comme ça nous a permis de beaucoup grossir. Moi, je dirais que ça a permis de grossir. C'est quand même un jeu où tu as besoin d'être gros. Parce que demain, quand Total, ils viennent te voir et qu'ils te disent, j'ai besoin de 500 jours de formation. Là, on a eu avec la Chambre des notaires de Paris. C'est pas Total, mais quand même. On veut former 1000 personnes en présentiel avec des sessions de 10-15 personnes. Donc, tu vois, le volume, faut sortir 100 sessions. Sauf que les amis, on les veut pas sur un an, on les veut sur 3 mois. Il y a que Mysteria qui peut répondre à ça. Donc, nous, on a commencé en disant, on est sectorisé, on va grossir beaucoup, recruter beaucoup, avoir une grosse force de frappe. Et maintenant, les gros d'autres secteurs qui viennent nous voir, on peut répondre à leurs besoins. Et donc, maintenant, on fait beaucoup d'agroalimentaire, beaucoup de notaires, beaucoup d'industries, beaucoup de boîtes de conseil, de plus en plus des grosses boîtes de conseil qui veulent être accompagnées. Donc voilà, et ça c'est plutôt un conseil d'ailleurs qu'on pourrait donner à pas mal d'entrepreneurs, c'est plutôt que de partir en disant on est super généraliste, on a dit non, on va bien connaître quelque chose, ça va nous permettre de grossir, et derrière on ajoute des briques, et aujourd'hui quand on ajoute une boîte d'aéro, là on fait un peu d'aéro, en fait on c'est pas notre spécialité, mais comme on est gros, on peut mettre 2-3 personnes pour gérer le projet, et donc ça devient assez vite une spécialité. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fait. On a reçu il y a quelque temps Thomas Rebaud qui justement nous avait un peu parlé d'hypercroissance. Tu t'es un peu retrouvé dans ce cas-là. Comment tu t'es dit, toi, tiens, à un moment, faut que je recrute tant, ou faut que je prenne telle décision, surtout que sur un temps qui était assez court. Comment on gère à la fois quand on a sa boîte et qu'on doit gérer tous les salariés et tout ce qui va avec. C'est super dur et c'est très différent des profils comme Thomas Rebaud parce que qui a fait une magnifique boîte, etc. Mais ce qui est très différent, c'est que nous, c'est notre argent. Et tu peux pas grossir aussi vite avec ton argent, parce qu'on n'a pas levé d'argent. Enfin, comme je te disais, on a fait une mini levée de fonds au tout début pour faire l'amorçage de quelques centaines de milliers d'euros, mais au bout de 6 mois, on était rentable et depuis 1 an et demi, on lève plus. Et en fait, quand c'est ton argent, c'est super dur. Moi, je pense que c'est 2 métiers totalement différents. Je sais pas s'il y en a un plus facile que l'autre ou pas, mais c'est très différent. Donc nous, on n'est pas dans une hyper croissance. Tu vois, je pourrais me dire, je lève 10 millions, je recrute 20 sales, je recrute 3 RH, je recrute 4 consultants ou 30 consultants. Nous, on peut pas faire ça, parce que si je fais ça, faut que je puisse les payer en face. Donc on y va un peu au compte-gouttes. Ça rend, je pense, la chose plus dure. C'est-à-dire que le soir, quand tu te couches, tu regardes ton BP et tu regardes ta trésor. Parce que moi, j'ai plein de potes qui lèvent de l'argent avec des VC, ils font pas ça. Quand ils ont plus d'argent en VC, ils regardent évidemment un peu leur trésor, mais il y a un VC qui ira en remettre. Et ils acceptent de perdre des parts de leur boîte parce qu'ils savent qu'il y a un VC qui remettra de l'argent. Moi, demain, ma pire angoisse, c'est que ma trésor diminue trop et que je vais pas aller voir des VC parce que c'est pas mon modèle. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais virer des gens très, très, très vite. Donc, on veut éviter ça. Pour l'instant, on l'évite et je touche du bois, je pense qu'on l'évitera. Mais, c'est très différent. Donc moi je peux pas ça de l'hypercroissance, je peux ça de la croissance forte et contrôlée. Moi hypercroissance, c'est vraiment j'injecte 100 millions et voilà, j'en bois tout. C'est croissance contrôlée. Par contre oui, c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'en effet, la première année t'as pas de DRH, t'as pas de DAF, donc les sujets financiers tu les prends le soir un petit peu. Les sujets RH, surtout que nous on est une boîte de people parce que à l'inverse d'une boîte tech, nous on place des gens, on place des formateurs, on place des consultants. Donc faut bien dire que tous les matins, là aujourd'hui j'ai 20 formations qui sont en cours. Hier soir, il a fallu demander aux formateurs est-ce qu'ils étaient bien préparés pour la formation, est-ce qu'ils avaient bien appelé les clients pour être sûr du lieu, être sûr du contenu. Demain, il va falloir s'assurer que cette formation-là, est-ce qu'ils ont bien mis le compte rendu de la formation pour que je regarde les points positifs et les points négatifs. Est-ce que d'ailleurs ils ont bien été staffés sur leur prochaine formation, est-ce qu'ils ont bien créé le contenu. C'est un vrai business de people. Donc toute la journée tu gères des gens et ça c'est quand ça se passe bien. Mais tu gères aussi Arthur qui a eu un problème sur son train donc il peut pas aller à la formation. Tu gères Louis qui est arrivé dans une salle et en fait malheur c'était pas ChatGPT l'outil, c'était Copilot et donc il a préparé tout son ChatGPT. Voilà. Donc c'est très complexe en RH, c'est super dur. Donc maintenant on s'est un peu staffé, on a des DRH, une DRH qui va être aidée par un responsable RH ou une responsable RH, un DAF. On commence à être structuré, mais oui, tu es sans arrêt en train d'alterner. Moi par exemple, je fais 80% de mon temps en commercial, je fais beaucoup de commercial encore. Et quand tu fais du commercial, t'es pas en train de manager tes gars, t'es pas en train de vérifier la qualité des prestats, t'es pas en train de faire tout ça. Donc c'est un beau bordel, si je peux me permettre. Mais bon, c'est ce qui rend le truc fun aussi. Et puis quand t'es dans un business de conseil et de formation, je pense que les fondateurs ou associés, on est 3 aujourd'hui, ils ont un vrai rôle de commercial, un vrai rôle de partenaire, d'aller voir tes clients, leur vendre des missions, etc. Donc nous on passe encore beaucoup de temps là-dessus. Et moins sur le management, moins sur le RH, moins sur tous ces sujets-là. Ok, bravo, parce que c'est une belle réussite. Tout à l'heure, tu parlais de ChatGPT. Aujourd'hui, donc, il y a 3 formules. Il y a la formule gratuite, c'est la formule à $20 et la formule à $200. Et je me suis souvent posé cette question, comme je pense beaucoup de gens se la posent. Quelle différence entre les 3 et surtout laquelle je dois prendre? Parce que souvent, les gens ont tendance à prendre celle à $20 qui est la moins chère. Ouais. Est-ce que celle à 200 a un vrai intérêt?
Si oui, pourquoi? Enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux nous donner un peu des tips et des conseils pour les 3 formules du coup? J'aimerais bien dire $200 si j'étais commissionné par OpenAI, mais malheureusement ils ne me donnent pas d'argent lorsque je leur vends des licences. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, j'aimerais bien être revendeur officiel. Revendeur officiel d'OpenAI. Non, la vraie licence que tout le monde doit avoir sans se poser de questions, c'est celle à 20€. Arrêtons la licence gratuite. Pour moi, quelqu'un qui est pas capable de mettre 20€ dans une licence, 20€ par mois, pour ce projet-là, s'il est entrepreneur, c'est qu'il a pas compris l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas meilleur investissement que ça. S'il est salarié, bon, moi je peux comprendre, il peut attendre que sa boîte le fasse, etc. Mais moi je lui dirais, mon ami, si tu veux être meilleur que les autres, si tu veux passer devant les autres, si t'es un compétitif, un gagnant, prends-toi une licence à 20€ par mois. Et si t'as pas d'argent, coupe Netflix. Ou coupe autre chose, parce qu'on a tous des licences qui servent à rien sur plein d'outils. Donc plus de livres, moins Netflix, plus de ChatGPT, on équilibrera. Donc moi je dirais celle à 20€ par mois, elle est indispensable. Tu fais beaucoup plus de choses que sur la gratuite, t'as une nouvelle fonctionnalité sans arrêt, enfin franchement, et tous les gens qui disent ils vont faire ça pour augmenter les prix, moi j'y crois pas du tout. On nous avait dit ça sur Netflix, je sais pas qui a senti depuis 15 ans l'augmentation des prix Netflix, mais oui, au bout de 10 ans ils se sont dit bah en fait les gens qui sont à 12 sur un compte on va peut-être arrêter, bah ok, normal, et là de temps en temps ça prend 1€ par mois. Mais bon, j'ai 85% d'augmentation depuis quelques années là. Mais depuis combien? Depuis le début? Depuis le début. Ouais, depuis le début, mais avec des licences à 4-5€ par mois au début, donc bon, ou même 10, mais bon 85 de 10, ça veut dire qu'on a encore des licences ça coûte 15 ou 18€ par mois. C'est ça, on a 13 je crois. Ouais, voilà, donc bref, je pense que sur ChatGPT ça va être la même chose. Faut pas s'attendre à ce qu'il passe à 50€ par mois les licences aujourd'hui qui sont à 20. Première chose. Et la deuxième, pour les licences à 200€, moi je les conseille vraiment pour pour les entrepreneurs pour le coup, alors qu'il y a un peu plus de budget. Pour les comex de boîte, nous tous les coachs, tous les CEO qu'on coach ou les dirigeants de comex qu'on coach, on leur fait prendre une licence à 200€ par mois. Et je vais donner une petite anecdote que j'ai entendue ce matin, notamment dans les grands, alors c'est public donc je peux la donner. Dans les grands groupes, tu sais, tout le monde prend copilote, personne ne prend ChatGPT, etc. Parce que données confidentielles, bref, plein de choses. Et ce matin, j'ai écouté le PDG de Bouygues. Donc, qui, je pense, moi-même, c'est sûr, on bosse avec des filiales de Bouygues. Ils ont déployé, Olivier comment? Roussa? Ouais, je crois. Sur un épisode de 30 minutes, là, qu'il a fait avec un YouTuber, je sais plus comment il s'appelle. Et PDG de Bouygues qui a déployé Copilot dans toute la boîte, il a dit bah en Comex on utilise ChatGPT pour des questions strat, on utilise ChatGPT et je pense que tout le monde le fait sans en parler et je pense qu'ils ont la licence à 200€ par mois. Je te coupe 2 secondes, je sais pas si on parle de la même chose mais il y a une interview de Danone qui est sortie avec Romain Lannery, c'est il en a fait une avec Bouygues aussi. OK. Ouais, c'est ça. Bon, on en a fait il en a fait une avec Danone et une avec Bouygues et celle avec Bouygues, le PDG de Bouygues dit bah oui, j'utilise ChatGPT en fait pour étudier strat. Et lui, je pense qu'il a la licence à 200€ par mois et je pense que c'est indispensable. Le cas que je vois le plus aujourd'hui d'usage sur cette licence-là, c'est il y a deux choses. Il y a avoir accès en amont à toutes les fonctionnalités. Ils finissent par les déverser, les déployer sur la 20€ par mois, puis sur le gratuit, quasiment tout. Mais pendant quelques mois, moi j'ai eu des fonctionnalités pendant quelques mois que pour moi, parce que je suis en version pro à 200€ par mois. La vidéo, les agents autonomes, etc. Donc s'il y en a qui veulent tester un peu, moi c'est mon métier de tester pour mes clients, donc évidemment il la faut. S'il y en a qui adorent ça, qui veulent tester, prenez à 200€ par mois. Deuxième point pour lequel il faut la 200€ par mois, c'est les brainstorming en Comex. Nous on l'utilise tout le temps. En Comex, j'ai mon ChatGPT, 200€ par mois et version pro. Et je lui pose des questions assez strates. Et c'est tout bête, mais là j'ai eu le cas. Je dis à la version, donc c'est pour avoir le modèle O1 Pro, qui est le meilleur modèle aujourd'hui sur ChatGPT. Et je lui dis, bah tiens, je veux recruter un sales. Voici le chiffre d'affaires qu'on fait. Voici la marge que je veux dégager aujourd'hui sur mon business. Voici le nombre de calls que peut faire un sales par jour. Voici les tickets moyens. Je lui donner plein de caractéristiques comme ça. Et je lui dis concrètement, dis-moi quel est un salaire correct, quel est un variable correct, comment je peux faire ma politique de variable, du coup combien je dois lui faire signer de deals par semaine s'il est payé tant, etc. Ça c'est chiant, c'est dur. J'aurais forcément oublié un ou deux critères quand j'ai fait mon calcul. Ben lui là O1 Pro il te sort un truc bluffant. Et ça c'est 2 heures de travail, 3 heures de travail sinon pour faire tout ça. Donc vraiment sur des cas d'usage comme ça, très très forte valeur ajoutée ou à brainstorm assez avancé, O1 Pro est bien, donc la version Pro ça est pour tester des nouvelles features. Sinon 20€ par mois c'est très bien. On déploie 99% aujourd'hui de licences à 20€ par mois. C'est vrai que généralement quand on voit des jeunes entrepreneurs qui veulent surtout un chat GPT pour faire du contenu, tu parlais de mail tout à l'heure, mais ça peut être créer des posts, créer du contenu newsletter, etc. Dans ce cas-là, quelle formule tu conseilles? Ouais, 20€ par mois. Celle à 20€ par mois, la plus, elle est très bien. La plus à 20€ par mois. Faut bien avoir en tête, ça se relie à ta acteur. Quand tu m'as posé la question dont on parlera à la fin qui est intéressante, je me suis dit s'il y a un outil qui est sous-utilisé aujourd'hui par les gens, c'est pas un outil farfelu, c'est ChatGPT. C'est que les gens, et c'est normal, c'est pas une critique que je leur fais, moi je me mets dans le lot, mais on sous-utilise cet outil. Je pense que les meilleurs d'entre nous, ils utilisent 10% ou 15% des capacités de ChatGPT. Nous en interne, au bureau, on est une trentaine, quarantaine. Tous les jours, il y a des gens qui nous disent tiens, j'ai réussi à faire ça sur ChatGPT. Est-ce que tu savais qu'on pouvait le faire? Et nous on dit bah non, je savais pas.
tous les jours. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai besoin, quelle que soit la licence, et donc c'est très bien avec une licence à 20 € par mois, de se dire comment j'apprends en profondeur et comment j'essaye de pousser au maximum cet outil. Parce que utiliser 10% de ses capacités, c'est pas suffisant. Et on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc moi, je passe beaucoup de temps à dire aux gens, ne vous prenez pas trop la tête avec 1000 outils d'IA. Déjà, montrez-moi que vous savez très bien utiliser ChatGPT. Et si c'est le cas, vous allez gagner 2 heures par jour. Donc ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs outils. Il y a effectivement, on peut citer Monsieur Claude, il y a Perplexity, il y a Krog. Est-ce que c'est un peu pareil ou il y a des vraies différences entre ces Non, ces pas modèles? énorme. Moi, j'utilise beaucoup Claude et ChatGPT, c'est les deux. J'utilise pas Grok de Elon Musk de Twitter, pardon, lapsus, parce que c'est une très bonne IA. Honnêtement, c'est pas très loin du niveau de ChatGPT et des derniers modèles de GPT, mais il faut aller sur Twitter pour l'utiliser. Je sais pas si t'as vu, là, il y a une interview de Sam Altman, donc pour ceux qui connaissent pas le patron de ChatGPT, le fondateur d'OpenAI, qui a fait une interview ce week-end et qui a dit mot pour mot ce que moi je répète depuis 1 an et demi, donc je suis persuadé, donc je suis assez content, il m'a donné raison. J'arrête pas de dire, l'IA c'est pas une guerre de modèle, c'est une guerre de produit. C'est-à-dire que, alors en tout cas, le jeu auquel joue ChatGPT, c'est pas un jeu d'IA, c'est un jeu de produit. C'est-à-dire, certes, il faut avoir une très bonne IA. Mistral a une très bonne IA, Grok a une très bonne IA. Mais est-ce qu'on en fait pour autant un bon produit? Le produit Mistral, personne ne le connaît. Le produit Grok, il faut aller sur Twitter. 3/4 des gens, ils ont pas un compte Twitter. Enfin, c'est pas généralisable. Par contre, ChatGPT, ils ont vite compris que, au-delà de la meilleure IA, ce qu'il leur fallait, c'était un produit facile d'utilisation, avec plein de features, bien connectés à nos autres apps. Et je pense que là, ils vont à une vitesse, on les rattrapera jamais. Donc, pour ces raisons, Claude et ChatGPT sont les deux, parce que Claude sont très bons aussi en produit. Sont les deux Claude, tu t'en sers pourquoi, par exemple, Claude, ChatGPT pour faire des slides, principalement. Aujourd'hui, Claude fait très bien les slides. Je lui ai dit, voilà, le contenu de ma mission, fais-moi 2 slides bien propres, et il me fait des slides incroyables. Donc, c'est quasiment que ça. Les slides et un peu le LinkedIn. Moi, je trouve à la marge qu'il écrit un peu mieux mes posts LinkedIn, Claude. Bon, mais c'est pas un game changer. Donc ça, c'est un peu c'est des généralistes, tu vois, mais ils sont tellement puissants que nous, on est un peu sur ces deux-là, et dans ces deux-là, je pense quand même que OpenAI va gagner la course. Ils vont à une vitesse de déploiement parce que c'est de loin les meilleurs en produit. C'était les meilleurs en modèle. C'est devenu très vite les meilleurs en produit. Ensuite, on a eu un peu tout le monde qui disait bah non mais maintenant c'est plus les meilleurs en modèle. Mistral a un meilleur modèle, Grok a un meilleur modèle, etc. Aujourd'hui, la vérité c'est que c'est les meilleurs en modèle et les meilleurs en produit encore. Si tu regardes les derniers modèles qui sont sortis il y a encore une semaine, ils ont encore sorti des modèles il y a une semaine, ChatGPT, O3, O4 mini, c'est les meilleurs modèles du marché. Donc s'ils sont meilleurs en IA et meilleurs en produit, voilà, je pense que... Alors justement, comment on peut savoir que OpenAI est meilleur que d'autres, que Mistral ou que Perplexity? Sur quoi on peut se baser pour... c'est pour des missions précises ou c'est pour de manière générale du coup C'est intéressant, c'est dur, c'est assez dur. Vous allez avoir la capacité alors il y a plein de choses. Il y a la capacité à répondre, le style d'écriture. Moi je trouve qu'un ChatGPT, le modèle 4.5 par exemple, il a un super style d'écriture. Quand tu vas sur Mistral, les modèles un peu petits de Mistral, le style d'écriture est plus robotique et moins joli. Quand tu vas sur GPT-4 par exemple, le style d'écriture est bien moins bien que GPT 4.5. Donc tu as le style d'écriture, tu vas avoir la capacité de raisonnement. En fait, au 3 aujourd'hui, quand tu vas lui poser une question, il va raisonner pendant plusieurs secondes. Il va te faire quelque chose de très structuré derrière. Si tu poses la même question à Grok 2, maintenant c'est le 3, mais imaginons Grok 2, il n'a pas sa capacité de raisonnement. Donc tu vas voir qu'il est moins structuré, il va être plus court dans sa réponse. Alors que de donner des exemples, expliquer chaque exemple, te les sourcer, etc. Donc ça, c'est un critère. Et après, le critère hyper important pour moi, c'est les features. C'est vraiment, est-ce que sur ChatGPT, je peux donner, et nous on le voit au quotidien, c'est pour ça qu'il y a une vraie guerre, je trouve, d'ingénieur IA versus consultant en strat que nous on est, tu vois, parce que l'ingénieur IA va me dire oui, non, mais les modèles GPT c'est pas du tout les meilleurs, etc. Puis moi je passe mon temps à lui dire mais Madame Michu, ce qu'elle veut, c'est mettre un Excel avec 1000 lignes sur un outil d'IA pour lui analyser. Elle en a rien à faire de ce que c'est OpenAI, Grok, etc. Et même sur ChatGPT, d'ailleurs, elle se plaint souvent. Elle me dit j'ai mis un document de 1000 pages, il peut pas me le lire, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est juste que c'est une fonctionnalité qu'ils ont pas encore. Donc là, moi, j'insiste beaucoup sur un bon outil d'IA au sens large, au-delà du modèle. C'est un outil qui peut permettre de mettre beaucoup de documents, qui fait facilement le pont entre le vocal et l'écrit. Tu vois, moi, ChatGPT, je lui parle toute la journée. Quand je vais sur Mistral, je peux pas lui parler. C'est trop frustrant. Et c'est tout bête, mais du coup, j'utilise que ChatGPT. Et t'as plein de fonctionnalités comme ça, la connexion avec les autres apps. Moi, j'ai des collaborateurs chez moi qui utilisent ChatGPT intégré dans Notion. Ils ont fait le pont entre les deux, ça marche super bien. Moi, j'utilise pas trop encore, mais tu peux pas le faire sur toutes les apps, ça. Donc, il y a aussi cet aspect fonctionnalité à prendre en compte. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque du coup, effectivement, j'entends souvent ça, qu'on peut parler à ChatGPT, ou qu'on peut personnaliser une réponse, c'est qu'en fait, il apprend un peu à nous connaître au fur et à mesure et jour par jour, mais concrètement, comment tu fais pour lui parler? Ou comment tu fais pour pour rentrer tes données ou pour qu'il puisse intégrer
tes habitudes ou ta façon de travailler ou tes... Alors maintenant, on a la mémoire sur ChatGPT, ce qui est très nouveau, ce qui marche assez bien, c'est assez bluffant. Donc tout ce que vous donnez à ChatGPT, si vous le permettez dans les paramètres, il va s'en souvenir. Et du coup, c'est super bien parce que moi, quand je lui ai fait écrire un mail, c'est tout bête, mais il écrit tout le temps Martin à la fin. Il va, quand je vais lui dire tiens, tu rappelles le nombre de collaborateurs et t'écris un mail, il va rappeler le nombre de collaborateurs parce qu'il le connaît. C'est assez bluffant. Donc ça, c'est bien. Il a la mémoire. Ensuite, pour lui parler, faut être très lucide. Faut se dire que c'est un miroir, c'est un grand enfant, c'est un outil. Et que 100% de la qualité de ses réponses dépend de la qualité de nos instructions et interactions avec lui. Donc faut être très lucide, faut pas être trop frustré quand ça marche pas, faut se dire qu'il faut faire l'effort, faut lui donner des consignes claires. C'est pour ça que je dis souvent que c'est un stagiaire. Votre stagiaire, si vous dites fais-moi une étude de marché sur l'immobilier à Paris, ça veut rien dire. Et tous les jours, tu vois des gens très capés qui font ça. Par contre, si tu lui dis fais-moi une étude de marché sur la vacance locative entre les T2 et les T8 et les T5 parce que c'est ça qui m'intéresse, et tu compares un peu le centre de Londres, le centre de Paris et le centre de Rome, là d'un coup le stagiaire va faire quelque chose de plus sympa. C'est pareil sur ChatGPT. Si je suis trop vague, il n'y arrivera pas. Donc vraiment apprendre à lui parler de manière structurée, interagir avec lui. La première réponse c'est rarement la plus bonne, la meilleure pardon. Donc parlons avec lui plusieurs fois et interagissons avec ce qu'il nous dit. Et puis il faut le tester. Moi je pense qu'il y a une barrière à l'entrée. Il faut apprendre comment lui parler. Une formation, une demi-journée, une journée, t'apprends vite comment lui parler. Une fois que t'as appris ça, on va pas te former au prompt tous les jours. D'ailleurs nous on forme pas au prompt. Passer cette première formation, on forme plus au prompt derrière. Après, faut tester, faut apprendre à interagir avec lui et on découvre. Moi, je donne souvent un exemple. Quand on lui demandait de faire des fichiers Excel il y a 6 mois ou il y a 1 an, ChatGPT, il le faisait. Il faisait ton fichier Excel, etc. 6 mois après, ça marche plus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait lui dire, en utilisant ta librairie Python, fais-moi un fichier Excel. Et ça aura fonctionné. Donc, tous les gens qui nous ont dit pendant ce temps, c'est nul, ChatGPT, ça marche pas, il sait plus faire de l'Excel, il sait faire. C'est juste que, faut lui parler différemment. Donc, c'est long. Il faut pas attendre à savoir parler à ChatGPT. Pour moi, ça veut rien dire. C'est un peu comme quelqu'un qui te dirait, je sais utiliser Excel. Non, tu as une maîtrise correcte d'Excel, tu peux avoir une maîtrise correcte de ChatGPT, mais tu connais pas toutes les formules Excel et t'es très 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 loin, et moi le premier, de savoir très bien parler à ChatGPT. Je pense que ça va prendre des années avant que notre cerveau il s'adapte à ce truc-là, quoi. De manière générale, on voit souvent que sur l'IA, il y a des gens qui voient ça comme une menace, d'autres comme une opportunité. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens du coup ? Les deux ont raison, je pense. La première chose, c'est que c'est une opportunité énorme. C'est une opportunité énorme. Je pense que c'est notamment une grosse opportunité de rattrapage pour les gens qui ont des difficultés. Ça, c'est vrai. Et les difficultés, ça va des gens qui en banlieue ont pas le droit à l'éducation et qui vont aller très très vite grâce à ces outils-là. Mais ça va aussi du cadre moyen qui a beaucoup moins de compétences que le cadre moyen d'il y a 30 ans. Parce que l'école s'effondre et parce que tout ça. Nous, on voit tous les jours des gens dans des très belles boîtes, bien placés, qui savent pas écrire de mail. Et donc là, ça vient faire remonter le niveau. Donc, je pense que c'est une opportunité incroyable. D'ailleurs, si tu regardes de manière beaucoup plus macro, il y a des pays qui sont en train de nous dépasser. J'allais être plus cru, mais vraiment d'aller très très vite. Je pense à l'Inde, je pense à des pays du Maghreb qui ont des retards d'éducation qui sont tels qu'ils sont et d'économie, mais qui ont pris cette vague. Ils sont en train de former tout le monde, de mettre des licences ChatGPT à tout le monde, et c'est un vrai facteur de rattrapage, un vrai outil de rattrapage. Parce qu'il peut te former, il peut bien écrire, il peut bien t'expliquer des choses, ChatGPT, il peut t'aider à faire des exercices. Enfin, il y a tellement de choses pour monter en compétences que c'est une vraie opportunité pour ces gens-là. Alors en France, ça va plutôt être de travailler moins et de faire autant, malheureusement. Les Américains, c'est plutôt de faire plus en travaillant autant ou travailler plus et faire beaucoup plus. Donc on verra où nous on veut mettre l'opportunité. Mais c'est une opportunité énorme, ça c'est clair. Les entrepreneurs, ils disent souvent, Sam Altman, on va voir la première boîte valorisée à $1 milliard qui n'a qu'un seul salarié. Je sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui on a des boîtes de 10 personnes, comme Lovable, comme Bolt, comme j'en donnerai quelques-unes, des boîtes qui font 10, 20, 50 millions de chiffre d'affaires créés il y a 3 ans avec une équipe de 10 personnes. Ça, on ne pouvait pas le voir sans IA. Donc les opportunités, elles sont de partout, c'est énorme. Après, la menace, elle est claire. La menace, elle est, en termes de pays comme nous, de se faire totalement dépasser. Moi, j'arrête pas de le dire, mais un pays qui veut être compétitif sur l'IA aujourd'hui, je pense qu'il faut pas qu'il mette tout son argent dans le développement d'outils, il faut qu'il mette son argent dans le développement des compétences des Français. Donc, en tant que pays, je pense qu'on peut louper la vague et c'est une grosse menace. En tant qu'entreprise, il y a un gros sujet des grosses boîtes qui vont déployer petit à petit du copilote qui ne marche pas versus l'ETI concurrente qui va déployer vite du ChatGPT qui marche bien. Et là, il y a des menaces pour les grands groupes, je pense vraiment. Alors, c'est pas demain que Danone aura un concurrent à cause de ça, mais
prend des boîtes de 1000, 2000, 3000, 5000 personnes, voire 10 000 personnes, sur des business où il y a pas trop de barrières à l'entrée. Enfin, pas trop de barrières à l'entrée. Quand t'es 10 000, t'en as forcément. Mais bon, en tout cas, sur des business Google, on le voit bien. Google, ils sont en train de se faire vraiment concurrencer par OpenAI. Donc, comme quoi, même Google peut vaciller. Là, je pense que t'as des grands groupes qui vont, c'est pour qui ça va être dur. Aussi parce qu'ils ont une masse de gens qui peuvent pas virer. Danone peut pas dire demain, je mets une IA et je remplace un tiers de mes effectifs. Alors qu'une ETI que personne ne connaît, concurrente avec 1000 collabs, ils peuvent virer 200 personnes demain et mettre une IA. Personne ne le saura. Donc, je pense qu'il y a des vrais enjeux pour les boîtes. Des vraies menaces pour les grosses boîtes qui peuvent un peu se faire concurrencer. On verra à quel point. Et après, il y a des menaces pour le collaborateur qui n'utilise pas du tout, quoi. C'est un peu comme ne pas utiliser l'ordinateur. C'est même pas une menace, c'est que t'as aucune chance. Autant, je crois pas à l'IA qui va remplacer, comme dit McKinsey, 500 millions de jobs dans les 10 ans. C'est impossible à dire. Par contre, je crois vraiment que la personne qui refuse de l'utiliser, elle est morte. Ça sera impossible. On va à une vitesse tellement folle avec ça que cette personne-là, elle est menacée. Après, la personne qui l'utilise bien aujourd'hui au travail, qui apprend à l'utiliser, elle a pas trop de risques. De la même manière qu'un enfant qui sait bien l'utiliser, il a pas trop de risques. Par contre, un enfant qui le laisse passer totalement, ça va être plus compliqué. T'as abordé vite fait un sujet qui est hyper intéressant. Tu parlais de Google. Parce qu'aujourd'hui, alors je vais pas les chiffres, mais la majorité des gens font des recherches sans Google. Est-ce que tu penses à terme que le modèle IA, on prend ChatGPT, mais il y en a d'autres, pourrait dépasser Google, qui est un moteur de recherche assez classique au final? C'est un vrai sujet. Je t'aurais dit non il y a un an dans les podcasts, je disais pas du tout. Je me pose depuis quelques semaines la question. Notamment, je sais pas si t'as vu, ils veulent faire une offre sur le rachat de Chrome, OpenAI. Mm-hmm. Donc le navigateur de Chrome pourrait passer dans les mains de Sam Altman, ce qui changerait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on va pas sur Google pour faire nos recherches, on va sur Chrome. Très souvent, qui est branché à Google. Même manière qu'on va de plus en plus sur Amazon pour faire des recherches et de moins en moins sur Google pour les produits. Donc j'aurais dit non à l'époque, mais j'ai l'impression qu'ils veulent y aller à fond. Et je les comprends, le marché est pas le même derrière. Donc oui, il y a un vrai danger pour Google. Il y a un vrai danger pour Google, qui là aussi, hein, Google c'est un bon exemple. Ils sont très bons en IA. Gemini 2.5 Pro, là, le dernier modèle, il est excellent. C'est un des modèles auxquels on peut donner le plus de contenu, un des plus performants, etc. Mais personne ne le connaît. Je sais pas si dans les gens qui nous écoutent, ils nous diront sur YouTube, je pense que personne ne le connaît. Or, tout le monde connaît les derniers modèles de GPT. Et parce qu'ils ont fait un produit qui s'appelait Bard au début, qui s'appelait Gemini maintenant, qui est pas bien, pas facile d'utilisation, etc. Donc eux, ça va être dur. Sur l'IA, ils sont pas très bons. Enfin, ils sont pas très bons. Sur l'IA, ils ont du mal à avoir un outil utilisé. Sur le moteur de recherche, ils ont ChatGPT qui arrive très fort. Moi, j'utilise beaucoup. C'est tellement performant. Puis là aussi, il y a un problème, c'est que le moteur de recherche de ChatGPT, qui s'appelle SearchGPT, qui est disponible sur ChatGPT, il est accessible, alors que l'équivalent chez Google, à cause de l'UE, n'est pas accessible. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous faites une recherche Google, vous avez tout un texte comme ChatGPT qui est écrit. En France, on n'a pas le droit encore. D'accord. En UE, en tout cas. Donc, voilà, je pense qu'ils vont tout droit vers devenir en tout cas un concurrent de Google. Aujourd'hui, pour ton info, 8%. Le nombre de requêtes faites sur ChatGPT au quotidien, c'est déjà 8% des requêtes faites sur Google. Donc c'est énorme. C'est un gros début. Sur la partie création de contenu, il y a beaucoup de gens qui utilisent notamment ChatGPT, Claude ou d'autres outils. Et on voit souvent sur LinkedIn des gens qui font des posts en disant qu'on peut automatiser la création de contenu. Alors, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment on fait du coup? Oui, on peut l'automatiser. Moi, je dirais faites attention quand même. On voit tous les jours des posts LinkedIn qui sont écrits avec de l'IA et qui veulent rien dire. Honnêtement, c'est pénible même. Tu vois, c'est devenu un peu, en tout cas sur LinkedIn, moi j'adorais LinkedIn et j'y vais de moins en moins. C'est devenu une poubelle. Au-delà de mes photos de semi-marathon, je mets aussi des posts faits par IA à 100%, donc qui sont vides, etc. Donc faut faire attention, ça va commencer à se voir. Et d'ailleurs LinkedIn le voit et Google le voit aussi. Ils commencent à capter les textes IA, donc ils vont pénaliser un petit peu, je pense. Donc faut faire attention. Après ça peut donc automatiser. Je dirais attention. Par contre en termes de brainstorm, d'idées, de pré-création, etc. C'est incroyable. Moi, je fais tous mes posts LinkedIn sur ChatGPT, sur Claude, pardon. Et ça se voit pas, personne ne le sait. Mais en fait, parce que j'ai fait un système hyper concret, je lui ai donné tous mes posts LinkedIn. C'était assez facile à faire. Et maintenant, chaque post LinkedIn, c'est pas automatisé. C'est juste que je vais lui parler pendant 1 minute 30, lui dire ce que je veux qu'il dise, un peu dans quel ordre, dans quelle forme, et après il va le faire. Et moi, le gros de la valeur que je peux apporter, c'est ça. Après, l'écrire, j'ai pas de valeur à écrire. Le structurer, je suis pas bon pour ça. Je fais des fautes d'orthographe. Je fais des paragraphes des fois où je me dis, non, ça n'a pas de sens, je vais le mettre dans l'autre sens. Lui, il le fait très bien, ça. Donc là-dessus, c'est très bien. Je brainstorm sur tout ce que je vais faire et derrière, je peux lui dicter et il me fait mes posts. Et après, on peut imaginer plein de choses. Je suis dans une boîte d'agro, je veux faire
Je veux communiquer sur qu'est-ce qu'on a sur le nouveau fromage qu'on vient de sortir. Ah bah là, l'IA, oui, c'est magnifique parce que je peux dire à mon chat GPT, tiens, fais-moi 30 exemples de boîtes de fromage. Tiens, pour chaque boîte, écris-moi un peu une petite histoire autour de ça. Tu me le déclines en 10 posts LinkedIn qui ont un peu une trame qui se suit, etc. Ça, c'est magnifique. Donc moi, je parlerais plutôt de s'aider d'un outil comme ça, comme d'un super assistant, super consultant, mais pas vraiment d'automatiser. Enfin, en tout cas, faudrait vraiment bien savoir faire pour que ce soit pas visible en automatisant. À ton avis, quelle compétence autour de l'IA sera indispensable dans 2 ans pour rester compétitif? Pour un collaborateur ou un entrepreneur? Ouais, les deux. Ouais, bonne question. Je pense que la grosse, là où on devient un très bon en utilisant de l'IA, c'est quand on sait très très bien structurer une instruction. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense que ça, c'est un vrai sujet si je veux, il y a deux choses. Si je veux être très bon en IA dans 2 ans, au-delà de bien connaître les outils et de les utiliser, je pense qu'il faut que je travaille vraiment sur la structure de mon esprit et sur ma créativité. Moi, je dis tout le temps en prépa, tu vois, on t'apprend plein de données, on t'apprend à connaître toutes les dates de tout je ne sais quoi. C'est super. Ben non, ça sert pas plus à grand chose parce que tout est dans ta poche avec ChatGPT. Par contre, on t'apprend un truc qui vaut de l'or sur le marché, sur cet outil-là. On t'apprend à structurer une instruction. C'est en fait quand tu demandes à quelqu'un de te faire une tâche, comment tu lui demandes, est-ce que tu lui segmentes en plusieurs mini-tâches, est-ce que tu es clair dans ton instruction, et 95% des gens ne savent pas faire ça. Tous les jours sur ChatGPT, je vois des gens qui me disent ça marche pas, je veux lui faire une image, ça marche pas. Bon, c'est bizarre, normalement il fait une image. Et tu passes derrière lui et il écrit, peux-tu me concevoir une image? Oui, mais concevoir une image, ça veut rien dire. Concevoir une image, ça veut dire imaginer une image, y réfléchir, mettre des idées sur papier. Non, ce que je veux, c'est ce qui me génère une image. Et en fait, ça, tu le vois tous les jours. Des gens qui me disent, tiens, c'est bizarre, il m'a pas fait un tableau puis un mail. Je regarde son prompt et il a pas dit à la personne, à ChatGPT, de lui faire un tableau, puis de ce tableau, en faire un mail, attention, qu'il soit bien à destination du stagiaire et non pas du client. Il a pas dit tout ça. Donc, je pense que ceux qui sont très très structurés, moi je le vois dans ma boîte, les meilleurs utilisateurs, c'est des gens qui ont fait prépa, école de commerce ou haute ou école d'ingé, encore mieux, mais qui sont très structurés. Et donc ils arrivent vraiment à bien parler à une IA et comprennent bien. Et derrière, moi je pense qu'il va falloir être créatif, travailler la créativité, parce que on va déléguer de plus en plus de choses à une IA. Tu vois, moi je délègue beaucoup de choses et je réfléchis de moins en moins. Je me creuse de moins en moins la tête sur des sujets. Et ça, je pense qu'il va falloir le compenser par d'autres choses. Donc gagner un peu en créativité, stimuler son cerveau entre guillemets sur d'autres choses, parce que il y a plein de choses. Tu vas faire un plan d'une mission de conseil, c'est tout bête, mais j'ai une mission qui tombe un peu spécifique, je veux faire un plan d'accompagnement. Ben, dans un monde normal, j'aurais réfléchi, ça aurait stimulé mon cerveau, sûr, et ça aurait gagné en créativité, et je me serais un peu creusé la tête. Aujourd'hui, je le fais plus. Donc, c'est ChatGPT qui me le fait, alors je viens de challenger, etc., mais j'ai plus un rôle de vérificateur ou de manager de mon IA. Donc, ouais, je dirais, c'est quelqu'un qui cultive bien créativité et capacité de raisonnement et de structuration d'instruction. Il a peu de soucis à se faire. Ouais. Et quel premier conseil tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite se lancer, avec une petite précision qui n'est que tu ne peux pas le premier conseil ne peut pas être d'appeler Mister IA. Alors ça va être dur. Non, en termes d'IA, ce que je lui conseillerais, prends une licence à 20 € par mois à ChatGPT. Bloque-toi une journée dans ta semaine. Tu utilises tout ce que tu peux sur ChatGPT. Deuxième point, abonne-toi à des outils de veille quand même. Fais de la veille sur l'IA. Va pas passer 4 heures par jour, mais aujourd'hui, une newsletter comme Mister IA, il en existe plein. Ça te prend 8 minutes à lire par semaine. Tu gagnes beaucoup d'infos quand t'es entrepreneur. D'accord. Beaucoup d'outils. Donc ça, c'est bien. Note toutes tes tâches de la journée. À la fin de la journée, tu me notes toutes tes tâches que t'as fait sur une feuille et tu regardes combien t'aurais pu en faire avec ChatGPT. Et tu vas vite voir. Moi, je le fais assez souvent et je me dis, mince, je suis bête. J'ai encore fait ça à la main alors que j'aurais dû le faire avec une IA. Donc déjà, si t'es entrepreneur et que tu fais ces 3 choses-là, se former un peu tout seul si t'as pas accès à Mister IA, s'informer et avoir du recul un peu sur ses tâches et comprendre là où ils pourraient mettre de l'IA. Déjà ils vont aller assez loin. Et derrière tout ça, le conseil global, c'est ne t'éparpille pas sur 10 000 outils. Commence à regarder sur 3 outils maximum ce que tu peux faire. D'accord. Et donc le second conseil, ce serait d'appeler Mister IA pour se perfectionner, se faire coacher, se perfectionner, se former. Martin, quelle est la plus grosse erreur que font les entrepreneurs dans l'IA aujourd'hui? La plus grosse erreur, elle est assez claire pour moi. Elle est que les entrepreneurs dans l'IA, les entrepreneurs de l'IA, ils vont tous vers le développement d'outils. Et moi, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai créé. Nous, on n'a pas d'outils chez Mister IA. On déploie des outils existants. Alors, j'y crois pas. C'est pas non plus leur faire offense. C'est que je les comprends aussi. C'est sexy. Si ça marche bien, ça vaudra 100 fois plus que Mister IA. Donc, chacun son truc, quoi. Je comprends qu'ils fassent ça, mais souvent, on se chamaille un peu là-dessus. Moi, et ni l'un ni l'autre ne connaît la réponse parce que c'est tellement récent qu'on verra dans 5 ans ou dans 10 ans. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens essaient de perdre trop de temps à développer des outils IA sur mesure.
alors que ChatGPT ou d'autres généralistes vont intégrer beaucoup d'outils. Je peux te donner 50 boîtes que j'ai vu disparaître dans l'année dernière, juste parce que ChatGPT a mis des fonctionnalités supplémentaires. D'accord. Et donc la boîte qui faisait que ça, elle est morte. Donc première erreur, c'est de se dire il faut des outils spécifiques pour tout. Non, un généraliste va marcher très très bien. 2, c'est de se dire être entrepreneur dans l'IA, c'est forcément faire des outils. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on est aussi, même sur des outils un peu spécifiques, faut faire attention. On est face à des Américains qui lèvent la main et lèvent 10 milliards d'euros. Et un petit Américain de l'Arkansas, il lève la main et il lève 50 millions de dollars pour faire son app. Quand nous, si on lève 500 000 ou 1 million, c'est bien. Donc, c'est super dur. Donc, je pense, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais je leur dirais attention quand vous faites des outils d'IA. Ça va pas être si facile à cause des généralistes et à cause des concurrents partout dans le monde qui ont beaucoup plus d'argent que nous pour développer ça. Et mon troisième point, c'est que je dirais regarder du côté des services. Et au-delà de ce que je fais moi je crois énormément à des business existants qui vont se révolutionner grâce à l'IA. Je prends un exemple tout bête. Je pense que demain, il y a quelqu'un qui va pouvoir monter une agence immobilière avec beaucoup d'IA. Ça veut pas dire que l'agent immobilier sera une IA, j'y crois pas. Par contre, au sein de l'agence immobilière, au sein de son agence d'intérim, au sein de son agence bancaire, ça va être plus dur, mais au sein de sa mutuelle, il va créer une mutuelle, il va créer un business de mutuelle. En fait, il y aura beaucoup moins de salariés. Et il va aller beaucoup plus vite et il va exploser ses marges. Et ça, j'y crois beaucoup. Et on commence à le voir j'ai vu dans l'agence de voyage récemment, un Américain qui racontait et qui disait c'est simple, tout le monde est en train de créer des agences de voyage IA. Tu parles à une IA qui te donne ton voyage. Il dit moi j'ai créé il y a 3 ans une agence de voyage classique. Je viens de mettre des IA de partout. J'ai fait 3 fois sur ma marge. Parce que les gens veulent parler à un humain, ils veulent pas forcément parler à une IA en direct. Par contre tout ce qui se passe derrière, ils sont pas au courant, mais c'est des IA qui le font. D'accord. Et il a dit mon business c'est pas d'être une IA là, c'est d'être une agence de voyage. Par contre derrière je suis outillé comme un dingue et je fais péter mes marges ou ma croissance. Et donc ça je pense que c'est un vrai sujet et c'est là où je trouve les entrepreneurs de l'IA font des erreurs souvent. Et dire faire de l'IA c'est aussi amener de l'IA dans plein de choses existantes, pas que développer de l'outil. Concrètement en 30 secondes, comment l'IA peut sauver 10 heures par semaine pour une personne? Alors sur 10 heures tu m'aides pas. Moi je vais te donner moi ce qui me gagne le plus de temps, c'est le mail, ça c'est sûr. Et c'est tout bête mais une astuce quand vous avez ChatGPT. Téléchargez l'application, notamment sur Mac. Quand vous téléchargez l'application sur Mac, vous avez un raccourci, option espace, qui vous ouvre un petit pop-up ChatGPT avec le micro. Moi, je réponds à tous mes mails avec le micro comme ça. Et oui, ça me gagne bien une petite heure par jour. Donc, tu vois, j'évite mes 5-6 heures de gagner là-dessus, ça c'est sûr. Juste parce que je dicte tous mes mails. Et parfaitement. Donc ça marche vraiment bien. Deuxième chose, pour entrepreneur, vos propositions commerciales. C'est chiant à faire quand on est entrepreneur, on n'aime pas faire ça. Et l'IA le fait trop bien. Moi maintenant j'ai même un système où j'ai Nuta qui est mon assistante visio qui prend des notes. Quand ça c'est fini, je l'envoie à Claude et à partir du rapport, Claude me fait une proposition commerciale détaillée. Ce qui fait que mon prospect dans la journée ou le lendemain il reçoit une proposition commerciale détaillée. Donc plutôt Claude que ChatGPT pour les propositions commerciales. Moi les propositions commerciales c'est là où je fais des slides par exemple, ça je fais avec Claude. Mais ça vraiment on gagne beaucoup de temps. Mail bien fait et mail c'est pas justement répondre aux mails simples et ChatGPT, ça on s'en fout. C'est le mail un peu complexe, je vais pouvoir faire un vocal. Et d'ailleurs, moi je le fais beaucoup au téléphone aussi. La fonction vocale me fait gagner énormément. Très intéressant à savoir. Si on met de côté ChatGPT, Perplexity, enfin toutes les apps comme ça un peu connues, quel outil IA tu pourrais conseiller qui est encore peu méconnu aujourd'hui mais qui peut être très puissant et très intéressant pour la personne qui l'utilise? Un petit tips. Ouais, je vais trouver une IA un peu moins. Lovable, j'aime bien quand même. Lovable, c'est assez fou. Lovable, c'est un outil pour créer des applications, des sites internet, mais vraiment poussé, vraiment poussé. Ça remplacera pas les devs parce que derrière, quand tu veux modifier ce qu'a fait Lovable, faut connaître un peu le développement. Mais quand même, tu peux lui dire, voici ce que je veux faire de manière très complexe. Voici ce que je veux créer comme app, et il va vraiment te faire une app qui est fonctionnelle, qui marche très bien. Donc moi je conseillerais un peu aux gens d'aller creuser là-dessus, ça et puis le Claude, les interfaces interactives de Claude, c'est les artefacts de Claude, c'est très méconnu, c'est incroyable. On l'a fait là sur un investissement locatif. Quelqu'un me dit tiens j'aimerais bien faire un petit simulateur d'investissement locatif pour un de mes clients. J'ai voulu en acheter un, ça coûte 1 000 euros. J'ai voulu faire ça à un dev, ça coûte 3 000 euros. Je lui dis, au pire, on va se poser 10 minutes tous les deux et puis on va voir comment on peut faire avec Claude. Et il lui a fait quelque chose qui est 10 fois mieux que ce qu'il aurait eu sur le marché en 10 minutes. Et utilisable, interactif, branché à une base de données, branché en 2 secondes. Donc, ouais, je dirais ça. Lovable et Claude Artifact. Hyper intéressant. Et un petit scoop pour terminer. Si demain tu devais monter une seconde structure, une seconde boîte autour de l'IA, qu'est-ce que tu ferais?
Si demain je créerais une boîte de produits quand même, parce que bon, le service j'adore, mais c'est dur. Je créerais un produit. Est-ce qu'il y a un produit IA auquel je crois beaucoup qui n'existe pas? Ou qui existe peut-être, mais qu'il faut améliorer, comme une école, je sais pas, ou comme un... Moi, je crois pas au coach IA, tu vois, aux choses comme ça. Ça, j'y crois pas trop. Non, mais oui, restons dans le service, parce que dans le produit, j'ai pas trop d'idées. Puis, moi, je suis très drivé par les outils généralistes, donc j'ai pas beaucoup d'outils en tête là qui me viendraient. Mais dans le service, une école, ouais, clairement, une école. Et quand je dis une école d'IA, ça existe aujourd'hui, des écoles d'IA, mais très tournées dev, parce qu'il y a des besoins énormes, c'est normal. Moi, j'aimerais bien créer une école où en fait les jeunes ils arrivent, je sais pas, en seconde ou après l'école, et qui vont avoir un parcours où juste on va leur apprendre les nouveaux métiers à l'ère de l'IA. Et ça, je pense qu'on est en train de totalement le louper. Et ça boucle la boucle de ce qu'on disait à HEC tout à l'heure. HEC forme les élèves d'aujourd'hui comme il les formait il y a 30 ans. Je pense que c'est une énorme connerie. D'accord. Et j'y suis allé, je donnais un cours, donc je l'ai vu, tu vois. La moitié de la classe, c'était un cours de 3 heures sur l'IA générative, décidé par la classe. La moitié se barre au bout de 1h30. Et l'autre moitié, quand ils ont posé 3 questions en cumulé sur les 3 heures, c'est le maximum. Tu te dis, voilà quoi. Et ils ont pas d'autres cours d'IA. Enfin bref. Donc je pense que préparer un peu les générations de demain, ça va être quoi le monde du travail avec de l'IA? Il y a ce gros besoin, parce que ça va être bien pire que ce qu'on pense. Je pense qu'on va prendre beaucoup plus de retard que ce qu'on pense. Donc ouais, une école, ce serait bien. Peut-être que je ferai une école dans 10 ans. Écoute, ce sera un peu tard, mais dans 5 ans, une petite école. Ouais. Merci en tout cas Martin pour ces informations et ces conseils très pratiques et qui va nous être précieux. Pour ceux que ça intéresse, on mettra toutes les coordonnées de Mister IA et la newsletter du coup en dessous de la vidéo. Martin, merci et je te dis à bientôt. À bientôt.